La commission a été officiellement installée le 2 novembre 1987 à Addis Abeba. La charte a été adoptée en 1981. Elle est entrée en force, comme on a dit, en vigueur en 1986, en passant à la plénière. Et la commission a été installée. La commission a commencé à travailler en 1987 à Addis Abeba. Et c'est à cette date que le premier commissaire avait été élu. Le siège de la commission, au départ, c'était à l'Éthiopie, mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que la commission ne siège pas à Addis Abeba. Elle a fait une année à Addis Abeba, puis le siège a été transféré à Banjul. En Banjul. Mais à Banjul, où nous nous trouvons, pour ceux qui ont l'habitude d'y venir, nous n'avons pas un bâtiment propre qui nous revient. C'est le gouvernement de Gambie qui continue à louer des locaux pour la Commission africaine de la méthode. Mais si, conformément aux promesses du gouvernement de Gambie, si tout va bien, il pourrait un jour construire un siège pour la Commission africaine. Ça, c'est par rapport à sa création. L'information que vous devez savoir, c'est l'article 30. Le siège était à Addis Abeba. Aujourd'hui, le siège est à Banjul. Voyons maintenant la composition et le mandat de la commission. La commission est composée sur le plan structurel. Il y a la commission elle-même, c'est-à-dire les commissaires, et puis il y a le secrétariat de la commission. Il faut toujours avoir en vue les deux. C'est les deux mis ensemble qui forment la commission. La commission n'est pas composée que des commissaires, elle est composée des commissaires et du secrétariat de la commission. Alors, elle est composée de 11 commissaires qui siègent à titre personnel. C'est très important l'expression siéger à titre personnel. C'est ça même l'indépendance de la commission. C'est le fait que les commissaires qui ont été élus siègent à titre personnel. Ils sont élus d'abord par qui? Ils sont élus jusqu'en 2017, en tout cas c'était la dernière élection des commissaires, avant-dernière élection, en tout cas la dernière élection des commissaires, élus directement par les chefs d'État ou les chefs de gouvernement. Ce sont les électeurs. Ils sont élus par le chef d'État ou le chef de gouvernement. Mais après 2017, on a tenté d'alléger l'agenda des chefs d'État qui, comme vous le savez, quand ils viennent à Addis ou les sommets, ils ne viennent que pour une journée d'études. Eh bien, pour alléger leur agenda, c'est le livre objectif, c'est le livre raison. On a délégué désormais, le pouvoir reste entre les mains des chefs d'État, les commissaires, mais il a été délégué au ministre des Affaires étrangères, le Conseil exécutif. C'est le Conseil exécutif qui maintenant procède à l'esprit commissaire par délégation de l'Assemblée, de l'Union africaine ou de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et ces élections ont lieu tous les 6 ans, parce que le mandat du commissaire est de 6 ans. Alors je disais qu'il siège à titre personnel, c'est très important. Les dossiers de candidature, si vous voulez devenir commissaire, vous n'allez pas introduire vos dossiers intuitu personnel. Ils seront rejetés. Les dossiers sont toujours introduits par le gouvernement. Ça peut être
votre gouvernement, le gouvernement de votre pays, il soutient votre candidature, ou bien même ça peut être un gouvernement tiers, un gouvernement étranger, qui dit je soutiens telle personne en raison de son expertise. C'est quand même un peu rare si un gouvernement ne trouve pas l'expertise nécessaire dans sa propre juridiction et à choisir quelqu'un ailleurs. L'hypothèse existe, mais je me demande qu'à trouver quelqu'un qui a déjà réussi à présenter sa candidature en passant par un gouvernement qui n'est pas le sien. Alors, siéger à titre personnel, ça signifie quoi? Bien que les candidatures sont présentées par le gouvernement, il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Le devoir d'ingratitude. C'est-à-dire, une fois que vous êtes élu, vous n'avez pas à rendre compte à votre gouvernement, et votre gouvernement n'a pas à vous donner des injonctions sur la manière de travailler au niveau de la commission. C'est pour ça qu'on appelle les commissaires des experts. C'est-à-dire, ils ne représentent pas le gouvernement respectif ou le gouvernement qui ont déposé leur candidature. Une fois que vous êtes élu, normalement, théoriquement, vous devez leur dire au revoir, nous nous reverrons dans 6 ans, ne me dites plus rien, je ne dépends plus de vous. Mais Dieu seul sait si dans 6 ans, quand vous allez revenir pour renouveler votre mandat, vous allez encore revenir vers eux et dire encore, docteur, je suis là, je dois renouveler le mandat. Il faut une certaine sagesse, un certain équilibre quand même. Il faut avoir comment avoir le devoir d'ingratitude mélangé au devoir de reconnaissance. Sinon, si vous ne faites que de l'ingratitude à 100%, 6 ans plus tard, vous êtes définitivement pas Moi, je ne dirais pas qu'il faut avoir un devoir de reconnaissance, mais c'est à vous de voir si vous devez avoir ce devoir. Parce que 6 ans plus tard, vous verrez si ce devoir de reconnaissance vous sera bénéfique ou pas, à chacun de voir. Mais dans tous les cas, vous êtes des experts indépendants. Des experts indépendants. C'est-à-dire, un gouvernement, je peux être en train de travailler avec un gouvernement sur un dossier en matière de droits de l'homme. Si je suis très dur, ce gouvernement peut aller voir le gouvernement de mon pays, parce que nous avons quand même des nationalités, pour venir me dire, dites quand même à votre ressortissant là-bas, de diminuer un peu la pression qu'il fait sur tel ou tel autre dossier. Moi, je n'ai pas encore vécu ça, mais je sais que dans la pratique, ça peut exister. La commission a souvent un bureau. Il ne faut pas confondre avec la plénière des commissaires. Le bureau, c'est le président et le vice-président de la commission. Le vice-président et le président de la commission sont élus par, c'est ce qu'on appelle maintenant les élections internes. Ils sont élus par les commissaires eux-mêmes. Là, ce ne sont plus les États qui font le chef d'État, c'est les commissaires eux-mêmes. C'est des élections internes. Mais c'est des élections les plus difficiles. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus facile de se faire élire comme commissaire par le corps électoral de 54 États et de se faire élire par les régions. Parce que là, ça devient encore serré. Les élections avec très peu d'électeurs sont parfois les plus difficiles à remporter parce que la majorité sont très petites et les négociations sont très fortes. Pour avoir été président 2 fois pendant 4 ans, croyez-moi, j'essaie de voir, je parle. Le rôle du bureau, c'est de coordonner les activités de la commission, coordonner les activités de tous les commissaires, superviser et évaluer le secrétariat de la commission. Je vous ai dit qu'il y a le secrétariat de la commission qui travaille avec les commissaires. Et le bureau, c'est parfois l'organe qui peut prendre certaines décisions provisoires ou parfois même définitives pendant la période d'intercession. Le secrétariat de la commission, lui, il est créé aussi conformément à la charte, parce que la charte dit que l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, doit fournir le budget de la commission qui est complété par les partenaires. Et la charte dit aussi que le secrétaire général de l'OUA, fournit le personnel et les moyens
personnel, moyens et services nécessaires à l'exercice des fonctions de la Commission. Le secrétaire général de l'OUA. Donc ceux qui sont au secrétariat général de l'OUA, ce sont des fonctionnaires qui font une carrière, comme nous faisons des carrières chez nous. Ce sont des agents statutaires. Des agents statutaires qui relèvent ce qu'on appelle du règlement du personnel de l'Union africaine. Puisque les commissaires ne sont pas des agents statutaires. C'est ce qu'on appelle les membres élus. Les anglophones ont une expression elected officials. Donc les fonctionnaires élus. Il y a une différence entre les fonctionnaires élus et les fonctionnaires recrutés sur base d'un concours. Chaque État a son quota. Je pense qu'aujourd'hui, au secrétariat, c'est l'Afrique de l'Ouest qui occupe le plus haut quota de fonctionnaires au niveau de la Commission africaine. Les dernières estimations que j'avais faites, ils approchaient la vingtaine. Une seule province, une seule sous-région avait plus de 20 fonctionnaires pour un total de 40. Ailleurs, c'est très difficile. La zone du Nord, par exemple, n'a qu'un fonctionnaire, qui est le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif adjoint, et les autres provinces sont réparties sur plus ou moins une ou deux personnes. Et le gros lot provient de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi en est-il ainsi? Je pense que la commission était beaucoup plus connue dans la zone ouest parce qu'elle était à Banjul, 40 ans à Banjul. Elle est beaucoup plus connue dans cette zone-là, les gens s'y intéressent, que dans les autres parties du continent africain. L'Afrique centrale n'a pas beaucoup. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes simplement. 2, 3 ou 4, après il n'arrive pas à 5. Le gros du lot étant pris par l'Afrique de l'Ouest. Aussi, avait pensé, le père fondateur et le premier commissaire qui était arrivé, il avait pensé qu'il était nécessaire qu'on travaille par thème. Il travaille par thème. C'est ce travail-là thématique qui est à l'origine de la création de ce qu'on appelle les mécanismes spéciaux. C'est-à-dire, il y a des droits matériels qui figurent dans la charte, il y a la mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, mais dans l'entretemps, il faudrait aussi avoir des thèmes. Les thèmes ne sont pas nécessairement les droits matériels des droits de l'homme, ce sont des préoccupations fondamentales qui existent au niveau de l'Afrique, au niveau de la Commission, et préoccupations qui peuvent être dynamiques et qui peuvent conduire demain à l'évolution de mécanismes spéciaux ou à la suppression d'autres. Les mécanismes spéciaux ne sont pas coulés dans du marbre. Ils n'ont pas été conçus ne varietur, comme disent les latinistes. Ils peuvent évoluer en fonction de la conjoncture des droits de l'homme sur le continent. C'est ce qu'on appelle les mécanismes spéciaux. Alors ces mécanismes prennent différents noms. Ne vous embrouillez pas dans ces différents noms. C'est juste des titres. Parfois, vous pouvez avoir un mécanisme spécial qu'on appelle rapporteur spécial. Tout comme vous pouvez avoir un mécanisme qu'on appelle comité. Un rapporteur spécial qui travaille plus ou moins seul. C'est un singleton qui évolue tout seul. Il a une thématique qu'il essaye de promouvoir. Celui qui vous parle, par exemple, c'est le rapporteur spécial sur 3 thématiques. Sur les défenseurs des droits de l'homme, sur les représailles et sur l'indépendance de la justice en Afrique. L'indépendance judiciaire. Vous aurez un rapporteur spécial sur le droit des femmes en Afrique et qui travaille uniquement sur la question des femmes qui s'occupent des droits qui figurent dans le protocole du Maputo. Vous avez un groupe de travail, vous comprenez déjà, c'est un groupe de quelques commissaires
qui s'occupe des populations et des communautés autochtones et des minorités africaines. Mais, même si c'est un groupe de commissaires, il y a un commissaire responsable qui est le président du groupe de travail ou du comité. Vous en avez sur les réfugiés, un rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, ce qu'on appelle les IDP, personnes déplacées internes et les migrants. Vous avez un comité de prévention contre la torture en Afrique. Comité de prévention contre la torture, il y a un président et il y a des membres, un vice-président et un membre qui est là. Vous avez un groupe de travail sur la peine de mort. Je ne vais pas les citer tous, mais j'ai dit qu'il y en avait 12. Si vous allez sur notre site, vous verrez qu'ils sont là, bien installés. Et qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? La création de ces groupes ou mécanismes spéciaux passe toujours par une résolution. Et j'ai dit, les mécanismes spéciaux ne sont pas coulés dans du marbre. Si demain les rapporteurs, les défenseurs des droits de l'homme n'ont plus de problème, il n'y a plus de problème qui se pose pour ceux qui défendent les droits de l'homme, il se pourrait que demain la commission juge, non, on va changer le 12e mécanisme spécial, ça va être par exemple sur les anti-droits ou les anti-genres. Rapporteur spécial sur les anti-droits ou les anti-genres. Ou comme vous ne voulez pas la question de LGBTIQI+, et si le problème devient assez important, il se pourrait qu'un jour la commission décide, on crée un comité, un groupe de travail sur le LGBTQI+. Tout dépend. Je dis rien n'est coulé dans du marbre et rien n'est permanent. Je suis sûr que dans 50 ans, bon, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup qui seront encore en vie dans cette salle. Ceux qui seront encore en vie, s'ils rentrent sur le site de la commission, ils verront peut-être que ça va évoluer, parce que je suis sûr que ça ne restera pas la même chose. La nature de la commission, je vous l'ai déjà dit, nature de cet organe qui devait comprendre. La commission est un organe quasi-judiciaire. On passe à faire la hier. Quasi-judiciaire parce que ce n'est pas un organe composé de juges. Même si les juges, et moi-même je suis magistrat à la base, il y a beaucoup de magistrats au sein de la commission africaine. Il y en a, j'en connais déjà 1, 2, 3, 4 magistrats sur le 11. Il y a des avocats, mais c'est le pas. Même s'ils disent le droit dans leur pays, ça reste un organe qui n'est pas judiciaire. Ça reste un organe quasi-judiciaire parce qu'il ne s'agit pas d'une cour, d'une commission. C'est un organe administratif. J'ai dit que c'est un organe quasi-judiciaire, c'est également un organe quasi-législatif. Il n'y a d'abord pas de loi qui s'applique dans les États membres. Mais il peut organiser, élaborer des lois types, des lois modèles. Exactement ce que fait le Parlement panafricain. La Commission le fait. C'est pour ça que je vous ai parlé au début en introduction d'une complémentarité entre nous et le Parlement panafricain en Afrique du Sud. Nous élaborons aussi ce qu'on appelle des lois modèles ou des lois types. Il y en a quelques-unes. Loi modèle sur la liberté d'association et de réunion, loi modèle en matière de liberté d'expression. Et il y a beaucoup d'autres lois modèles qui existent. Donc, un organe quasi-législatif parce qu'il n'est pas composé déjà des députés. On n'est pas élu pour siéger dans un parlement. Mais on a ce mandat-là parce que lorsque la commission a été créée, il n'y avait pas un autre organe qui pouvait faire ce boulot. Et nous continuons à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et les États nous disent, même si le Parlement existe, continuez encore à le faire parce que vous le faites si bien. Alors, c'est aussi un organe de coopération ou de diplomatie. La diplomatie en matière de droits de l'homme. Si vous lisez l'article 45 de la Charte, il dit la Commission africaine coopère, la coopération. La coopération. C'est aussi un organe d'exécution. C'est là où se pose le problème d'indépendance. Tout à l'heure, je vous ai dit, siège à titre individuel.
Organe d'exécution, pourquoi? Parce que la charte dit que la commission peut exécuter l'une ou l'autre tâche lui demandée par les organes politiques. Exécuter l'une ou l'autre. N'oubliez pas que c'est un organe indépendant, mais c'est un organe indépendant au sein d'une organisation internationale qui a des organisations, qui a des organes qui dirigent. Donc on peut lui demander, faites telle enquête. La deuxième fonction principale de la commission, c'est la fonction de protection des droits de l'homme. Protéger les droits de l'homme, c'est quoi? Lorsqu'il y a les litiges. Lorsque les faits sont de nature à porter atteinte aux droits de l'homme, le premier responsable, c'est d'abord le gouvernement sur le plan national. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, ses droits de l'homme sont violés, il doit aller devant le juge national et dire, écoutez, conformément à notre code judiciaire, tel ou tel droit n'a pas été respecté. Et une fois que quelqu'un épuise le voies de recours dans son pays, il peut maintenant, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, il peut venir à la Commission africaine de droits des peuples et demander, le commissaire, vous regardez si le comportement des autorités nationales n'a pas violé la charte.